bienvenue à Pour tout l'amour du monde. C'est un grand plaisir pour moi de recevoir aujourd'hui Lynne Cardinal et de m'entretenir avec elle sur son parcours. Un parcours tout à fait inspirant. Elle a vécu 15 ans dans l'Himalaya où elle a obtenu un doctorat en philosophie orientale. Elle a aussi appris le sanskrit. Elle est aujourd'hui ici à Ottawa, mais elle travaille ici et à travers le monde, parfois en personne, parfois par les réseaux informatiques. Elle donne des séminaires, elle donne des ateliers. Elle a publié un livre sur l'art de la méditation. Elle enseigne la méditation, la philosophie du yoga. Elle est aussi hypnothérapeute. C'est une personne très inspirante et c'est un grand plaisir pour moi de te recevoir, Lynne. Merci beaucoup d'avoir accepté. Oh, ça me fait plaisir. On peut se tutoyer en ligne Oui, parce oui. que ce serait vraiment pas authentique si on commençait Oui, ça me à fait se plaisir. vous voyez. Dis-moi, comment on fait un jour quand on est jeune? Tu avais quel âge quand tu t'es retrouvé dans l'Himalaya? Une vingtaine d'années? 19 ans. 19 ans. Tu te retrouves dans l'Himalaya. Pas évident, là. Comment c'est arrivé dans ta vie? Toute jeune, je me posais des questions sur l'existence. Je trouvais que tout était un peu comme une énigme pour moi. La planète qui flotte dans l'espace, puis moi je suis sur la planète. L'existence, la matière. Qui suis-je? Est-ce que j'ai une âme? J'avais vraiment des questions fondamentales. Et une fois, j'avais à peu près une dizaine d'années, c'était les funérailles de quelqu'un dans la famille. Et il y a une madame qui a perdu connaissance. Puis je me rappelle d'avoir vu dans les adultes la peur de l'inconnu, la peur de la mort, la peur de la vie, finalement. Puis j'étais toute jeune, puis je les regardais, puis j'ai senti cette peur qui était viscérale. Et puis je m'étais dit, je ne veux pas vieillir comme ça. Je vais tout faire pour m'épanouir. C'était une promesse que je me suis faite. Alors donc, c'est à partir de là que... Oui. Et ces promesses qui viennent d'une place de désir de vivre, elles ont tendance à se réaliser, ces promesses, si on y reste fidèle. Oui, c'était vraiment un élan authentique qui venait de l'intérieur, ce désir d'explorer la vie, d'explorer notre potentiel. Ce désir d'explorer la vie, c'est inné chez les gens, tu penses? Je ne sais pas si tout le monde a ce désir, peut-être inconsciemment. Par contre, la vie, le flot, le mouvement de la vie, on est conditionné, il faut travailler. Alors, on se laisse absorber par nos activités. Alors, peut-être que c'est plus tangible chez certains. Oui. J'imagine ma petite fille, j'aime bien dire ma petite fille Delphine, qui va avoir 7 ans et qui pose des questions comme celle-là, qui me demande à un moment donné, bien, qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Pourquoi Dieu nous a fait? Exactement. Qui d'elle-même s'est fait un petit coin pour méditer. Mais c'est sûr, on voit chez elle ce désir de comprendre, de donner un sens aux questions, de trouver des réponses. Mais il n'y a pas toujours des réponses toutes faites. Exactement. Alors, étant adolescente, je lisais beaucoup, toutes sortes de livres philosophiques. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que les principes qui sont de nature intellectuelle ne me satisfaisaient pas. Je voulais avoir l'expérience directe. Qui suis-je? Je peux lire toutes sortes de textes, mais je suis la vie. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que le souffle? Alors, à partir de là, mon processus s'est tourné vers l'intérieur. Tu parles beaucoup dans ton livre, que j'aime beaucoup, le livre qui s'intitule L'art de la méditation, qu'on peut obtenir sur ton site web, je pense. Exactement. Hein? Le site web qu'on va mettre à l'écran pendant l'émission, mais qui est Cavalia. .ca. K-A-I-V-A-L-Y-A.ca. Oui. Vous pouvez commander le livre L'art de la méditation. En fait, le livre sur la méditation le plus précis, le plus concis, le plus facile à suivre que je connais. C'est vrai, merci. Oh, oui, j'en ai lu beaucoup. Donc, tu te retrouves dans l'Himalaya, tu apprends à méditer, mais la méditation, est-ce que tu connaissais la méditation avant d'arriver dans l'Himalaya?
C'était plutôt un désir de retrouver le silence et Oui. de découvrir un élément plus subtil dans la vie. Alors, d'arrêter de bouger, de m'asseoir, même de fermer les yeux pour ressentir mon souffle, mes pensées, tout ça. Ça, je le faisais de façon naturelle. Mais par la suite, quand je suis allée en Inde, j'ai étudié des textes sanscrits extraordinaires. On y retrouve des éléments identiques au principe de même la psychologie cognitivo-comportementale. On retrouve ça dans des textes qui datent de 2-3 000 ans. Identiques, extraordinaires, hein? C'est fou, Les hein? mêmes Oui, principes, oui, oui. oui, oui. Parce que le sanskrit, c'est une langue c'est une langue, on dit que c'est la langue, le langage de l'âme. C'est doux, c'est méditatif, Ouais. c'est contemplatif. Oui, oui, oui. La tonalité, elle est Oui, importante. exactement. On dit que c'est une langue alpha. Et si on parle de vibrations alpha, bêta, Oui. theta, delta, alpha, c'est tout doux. Alors, on dit la nature même des sons, la tonalité. Oui. Si, par exemple, un exemple, on dit aham, anandam, ce sont des sons très doux. Si on dit la même chose en français, écoute juste les sons. Je suis paisible. Aham, Oui, il anandam. y a beaucoup Alors, plus les d'accent. sons, c'est une langue qui mène à l'intérieur. Oui. Alors, il y a beau dire je suis paisible, mon essence, dans mon essence, il y a un calme profond, mais aham, anandam, ça nous mène tout de suite vers le calme. Oui, oui. Parlons de méditation, si tu veux bien. Je voulais te demander, est-ce que c'est une... Je t'ai demandé tantôt, est-ce que le questionnement existentiel est une tendance innée? Mais je vais te demander, est-ce que la méditation est une tendance naturelle chez les gens? Peut-être qu'on le fait tous à notre façon. Des fois, on travaille fort, puis tout à coup, on dirait qu'on a besoin de regarder dehors, juste 2 minutes. Tu sais, on regarde le ciel, puis on a besoin de répit. C'est peut-être un petit élan de méditation. Mais la méditation, c'est un sujet vaste. Comment tu l'as défini, la méditation? La méditation fondamentale, c'est vraiment une conscientisation du moment présent. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le moment présent? On peut dire, Lynn parle avec Ginette dans le moment présent, je suis dans un studio, mais aussi, qu'est-ce qu'il y a dans le moment présent? Il y a mon passé, mon futur, tout ça, mes ancêtres sont avec moi. Toi, tu as ta journée, tes émotions, tes sentiments, tes ancêtres, ton passé, ton futur. Alors, on vient qu'on peut vivre avec beaucoup plus de conscience. Non seulement reconnaître tout ça, c'est-à-dire apprendre à regarder, ressentir. On dirait qu'on est dans la tête. Alors, c'est Ginette, elle est gentille, tata. Mais si je me permets de te ressentir, je peux ressentir des choses beaucoup plus profondes. Alors, Mais c'est de descendre à l'intérieur de soi. les deux, c'est d'avoir la présence d'esprit pour ressentir tout ce qui m'entoure, mais aussi me connaître. Alors, en sanskrit, on dit que la concentration, c'est, disons, se concentrer sur une fleur ou une chandelle. On se concentre sur un objet. Et ce type de méditation est très profond. C'est extraordinaire. On a fait des expérimentations en Inde juste à méditer. On méditait sur, moi je leur avais dit, prenons un objet intéressant, pas juste une chandelle, les montagnes de l'Himalaya, où j'habitais là. Alors, on se fermait les yeux, puis pour ressentir l'Himalaya, et l'esprit devient calme. Et ce calme et ce silence intérieur génèrent une transformation. Juste pour terminer, Oui, ça oui. c'est la concentration. La méditation, c'est plus que ça encore. Je me concentre, mais qui est-ce qui se concentre? Alors, mettons, on va revenir à la chandelle. Je me concentre sur une chandelle, c'est mon esprit qui se concentre. Mes pensées qui sont sur un point, chandelle. Qu'est-ce qui est derrière la pensée? C'est mon être, un espace vaste de conscience. Alors, il y a encore plus d'éléments. C'est pas juste se concentrer, mais c'est voir que moi, je me concentre et que derrière mes pensées, il y a une partie de moi
ouais. on appelle ça le témoin Le témoin, objectif. c'est ça. Mhm. Le témoin. Et le témoin, c'est le tu parles beaucoup du souffle. Oui. Tu en as parlé depuis le début de l'émission, tu en parles beaucoup dans ton livre. Le souffle, c'est quoi? C'est l'énergie vitale, c'est cet être derrière. Le souffle aussi, pour moi, c'est une énigme parce que qu'est-ce qui fait que j'inspire et que Ben et oui. que j'expire? Je suis pas branchée. Ça se fait tout seul. Ça vient d'où cette énergie? Alors, on appelle ça la science du pranayama, qui est vraiment de reconnaître la source vitale qui m'aide à inspirer, expirer. Parce que quand que je vais mourir, la source vitale, la source d'énergie sera plus là. Alors là, on arrête de respirer. Alors, Elle ne sera plus dans mon corps. elle sera plus dans mon corps. On a beau essayer on ne peut pas rebrancher une personne pour reprendre vie. Exactement. Ça vient d'où, cette Ça vient énergie d'où? vitale-là? Exactement, ouais. Donc, si je reviens à la méditation, tu as donné l'exemple de concentrer sur un objet, mais est-ce que tout simplement le fait de regarder l'objet, qu'est-ce que ça veut dire concentrer sur un objet? Si je concentre sur une chandelle, ça veut dire que je la regarde Exactement. et que je mets toute mon attention sur la flamme? Parce que l'esprit vagabonde. C'est ça. Tantôt, oui. on va parler des méditations de type horizontal et vertical. Oui. La méditation horizontale, c'est l'esprit qui va... Tu peux imaginer la méditation qu'on appelle verticale, comme ça, puis horizontale, comme ça. Alors, et l'esprit vagabonde. Qu'est-ce que je vais faire demain? Oh, hier, ça, c'est arrivé. Je regrette ça, mais demain, il ne faut pas que j'oublie. Ça se promène. Alors, comment pouvoir revenir dans le moment présent? Quand on revient dans le moment présent, là, il n'y a plus de temps. On est bien, on est calme, on est réceptif. Puis là, on peut monter et changer de perspective. Oui. De mon ego, moi, on dit en anglais, me, myself and Oui. moi, Oui. c'est insatisfaisant, ça, moi. Oh. Alors, pour transformer cette nature en altruisme, en don de soi, pour ressentir les gens, pour avoir plus d'amour, de tendresse, de joie, de spontanéité, on veut aller au-delà des contractions de notre ego. Mais il faut commencer par aller dans le moment présent. Si on se vagabonde hier, puis demain, on ne peut pas. Alors, on se concentre. Oui. On prend une chandelle. C'est une technique de base. On va aller à la pause. On poursuit sur différentes approches, différentes façons de concentrer. Et qu'est-ce qui se passe finalement? Est-ce qu'il y a des efforts à faire? Est-ce qu'on doit analyser? On poursuit tout de suite après la pause. Restez avec nous. Je suis en compagnie de Lynne Cardinal. On parle de méditation. Lynne a vécu 15 ans dans l'Himalaya.
Elle a appris le sanskrit. C'est une langue qui parle, qui reflète l'âme. C'est doux. C'est vraiment les quelques mots qu'on connaît de sanskrit, que moi je connais de sanskrit, sont des mots qui nous parlent, même si on ne sait pas ce que ça veut dire. En quelque part, on le sait. Mais je te demandais avant la pause, Lynn, quand on médite, puis on concentre, admettons que je concentre sur un objet, ou je peux concentrer sur un mantra, ou je peux concentrer sur un son. Après que je concentre, puis que je reste dans le moment présent, puis que je me ramène tout le temps, est-ce qu'il y a des efforts à faire? C'est quoi les efforts qu'il faut faire pour arriver à la libération que nous promet la méditation? Alors, la méditation, c'est un projet à long terme. Alors, on dit une journée après l'autre, on y va graduellement. Alors, si on médite lundi, mardi, mercredi, puis on a beaucoup d'activités mentales, puis il faut faire des efforts, on dirait que ça ne marche pas, mais ça marche quand même parce qu'on a entamé un processus, cette pratique, et puis lundi, mardi, mercredi, fait de sorte que là, c'est comme développer un petit peu un muscle. Là, jeudi, c'est sans effort. On se concentre. Puis tout à coup, on a une journée très difficile, il y a beaucoup d'activités. C'est correct. C'est un projet à long terme. Moi, ça fait une 40aine d'années que je médite. Et c'est peut-être la meilleure chose que j'ai apprise. Oui. Des fois, là, quand il y a un peu de tumulte autour, là, on est dans le déménagement puis tout ça, ou une suractivité, ça arrive des fois. Méditer, là, ça me revitalise dans la douceur. Alors, tu me dis, est-ce qu'il y a des efforts à faire? Oui, il faut s'engager, se dire, bien, je vais faire ça, mais on le fait dans la douceur. Alors, je médite, j'ai des pensées, c'est correct. Mais au moins, je me ramène, je repars, je me ramène. Alors, quand il y a une pensée qui vient, si je dis, bon, je médite, je m'installe, il y en a qui pensent qu'il y a une position particulière qu'il faut prendre. Est-ce qu'il y a des positions particulières? Qu'est-ce que tu recommandes, toi? Il y en a qui disent qu'il faut s'asseoir en lotus, prendre la position du lotus. Il y en a qu'il faut être assis sur une chaise droite. Il y en a qui disent que tu peux méditer n'importe où. Qu'est-ce que tu dis, toi, aux personnes qui viennent te voir? De préférence, avoir le dos droit. Alors, les pieds à terre ou assis comme ça, là, c'est correct. En lotus, le vrai lotus, c'est difficile à faire, là, mais les jambes croisées, disons, comme ça, c'est bien. Étendu, on va très vite dans la somnolence et on s'endort. Oui. Hein? C'est ça. Alors, c'est le fun, c'est agréable. Moi, j'ai déjà suivi des formations avec la personne qui nous faisait méditer couché. T'entendais les gens ça, dormir? je tombais endormie. Mais moi, je tombais endormie. C'était à l'époque où mes enfants étaient petits. En plus, ça prenait pas 5 minutes, je dormais. Exactement. Donc, avoir le dos droit, ça nous aide à rester concentrés. Oui. Donc, prendre notre position, on concentre. Quand il y a des idées qui nous arrivent, puis je pense, il faut que je prépare le souper, ou un tel m'a fait de la peine, ça, je les regarde, c'est tout. Je les regarde, puis elles s'en vont. J'accepte qu'elles sont là, mais je me ramène. Oui. Alors, il y a deux catégories de méditation. La méditation qu'on appelle stabilisante pour apaiser la suractivité mentale. Et il y a aussi une autre catégorie qui s'appelle, en termes philosophie, on dit la méditation analytique, mais ce n'est pas une analyse psychologique tant qu'à une analyse introspective. Oui, mais c'est deux sujets différents, ça. Oui. Alors, il y a beaucoup de techniques de méditation stabilisante. Plus que ce n'est pas juste se concentrer sur une chandelle. Alors, moi, quand j'ai des clients, je leur dis, on va commencer par la méditation stabilisante. Mais là, on peut faire ça, 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 ça. Et qu'est-ce qui vous attire? Puis là, on me dit, je veux faire cette technique-là. Là, on la développe. Alors, quand tu dis ça, ce serait le fun pour les gens à la maison. Comme ça, c'est quoi ça, ça? OK, d'accord. Alors, on peut faire un type de méditation où on se concentre sur un objet. Oui. Et l'objet, ça ne peut pas nécessairement une chandelle. Ça peut être la pièce. C'est une très belle méditation. Ça, j'ai fait ça avec des groupes parce qu'on apprend à aimer le silence. Ça nous donne un objet, la pièce, puis on ressent le calme et le silence. C'est une façon de captiver le mental qui se promène. Et quand l'activité mentale s'apaise, on prend du recul, puis on a accès à une plus grande sagesse, un plus grand bien-être. Ça,
c'est mon expérience Ah, bah oui, directe. puis c'est C'est démontré. vrai, ça C'est, transforme, on oui, se sent oui, bien. oui. Alors, donc, on peut se concentrer sur un objet, on peut se concentrer sur la respiration. Ah oui, c'est vrai aussi. Oui, et il y a des techniques variées sur Oui. lesquelles on peut choisir une des techniques qui nous aide à rester sur notre concentration, On peut se sur la concentrer aussi sur un respiration. objet, sur quelque chose, Oui. sur la respiration, sur autre chose, sur Le mantra, le mantra. qui est, alors disons, une chandelle, c'est tangible. Le mantra, c'est un mot. Oui. Tantôt, j'ai parlé un des mantras en sanskrit, c'est Aham Anandam. Aham Anandam. Ça veut dire mon essence, il y a un calme profond. J'ai traduit ça comme je suis paisible. Aham Anandam, c'est pour retrouver le calme à l'intérieur. Mais de ce calme, il y a une grande conscience. On n'est pas endormi, Non. on est encore plus éveillé. Alors, le mantra, donc, c'est plus subtil qu'une chandelle. C'est un mot qu'on répète finalement. Ensuite, on peut méditer sur ça s'appelle Anand aussi, c'est le bien-être, Oui. la joie. Oui, oui. On peut méditer sur l'essence même de la joie. Et on peut aussi, encore plus avancé, méditer sur l'ego. Oui. Et quand on perçoit l'ego, la seule façon de percevoir l'ego, comment je fais pour percevoir l'ego? Parce que l'ego, c'est moi, c'est mon ego. Oui, Tu sais, c'est comme on tourne en rond, on court après. Si on est dedans, on ne peut pas le voir. La seule façon de C'est d'en voir sortir, l'ego, c'est de c'est d'en regarder, sortir. c'est d'en sortir et C'est de le prendre du regarder. recul. Alors, et là, Oui. j'ai accès à une partie de moi, c'est comme un témoin objectif. C'est comme moi, des fois, je vois ça comme une vue panoramique. Tu sais, au lieu d'être sur le focus sur une affaire, c'est comme là, je m'ouvre, je prends du recul. Là, je vois mon ego, ses contractions, ses peurs. Ensuite, ça, c'est une méditation qui nous aide à vivre avec un peu plus de compassion. Oui, de compassion pour soi. On est moins embarqué dans l'ego. Oui. Puis on est moins géré par l'ego. Oui. Puis Qui nous fait dire des choses qu'on regrette. Qui nous fait dire des choses qu'on regrette ou ça met les choses en perspective. Si tu sors et tu te regardes agir, tu te dis, mon Dieu, c'est pas si grave que ça, finalement. Oui, là. oui. J'ai beaucoup de clients qui me disent, Lynn, j'ai maintenant la capacité d'attendre avant de répondre. Oui. Puis vraiment de voir, j'ai une contraction, je suis un peu jalouse ou bien j'ai peur. Oui. Puis de reconnaître ça crée une forme de métamorphose. Et on se libère de la peur, de la jalousie. L'émission avance, puis j'aimerais ça que tu nous parles du film Shangri-La, parce que je pense que c'est en lien avec ça. Moi, je n'ai pas vu le film Shangri-La. Ah, OK. Alors, le film Shangri-La, c'est un vieux film qui a été fait je pense que c'était 1936, le premier film. Ça a été refait dans les années 60. Et puis, ça a été très populaire longtemps. Moi, j'ai vu ça, j'étais toute jeune. J'avais peut-être 8 ans. J'avais vu ça à la télé, un film en noir et blanc. Et puis, ça m'avait vraiment touchée. C'est l'histoire en bref. C'est un avion qui tombe au Tibet, dans les grandes montagnes. Et les seuls survivants, ces 3 personnes, sont réchappés, ont été trouvés par des lamas qui les trouvent et qui les amènent dans un genre de monastère, mais très reculé, là. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aéroport là. Les autres, ils auraient survolé au-dessus. Et puis ces 3 types-là sont comme pris là, il n'y a aucune façon de sortir de là. Alors, ils sont là à observer les moines et leurs techniques et leurs compétences. Et donc, ils réalisent qu'en tant qu'être humain, on peut avoir des intuitions, on peut vivre avec beaucoup plus de conscience. Oui. Et donc, le film nous donne un peu une idée du potentiel de l'être humain, de vivre avec beaucoup plus de conscience. Oui. Au lieu de courir tout le temps, Oui. s'ouvrir. Et puis, moi, ça m'avait fascinée. Vivre dans notre être plutôt que dans notre avoir et notre faire. Avoir la capacité d'être vraiment présente. Un exemple très simple. Ça aussi, c'est une histoire qui vient d'une de mes clientes qui m'avait dit qu'elle avait des problèmes avec son ado. Et puis, oui, elle dit, on se crie tout le temps après. Alors, je dis, bon, donnez-moi un exemple. Alors, elle me dit, bien, juste l'autre jour, mon adolescente, elle criait, maman, tu m'écoutes pas. Elle criait, maman, tu m'écoutes pas. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez répondu?
Ben, toi non plus, tu ne m'écoutes pas. Puis là, on a rigolé un peu de ça. Mais j'ai dit, votre fille, elle vous donnait un cadeau en vous disant de façon très honnête, j'ai besoin d'être écoutée. C'est vrai entendu. Entendu, oui. Et puis, c'est vrai que la mère, elle non plus, elle disait à sa fille, tu ne m'écoutes pas, moi non plus. La mère, elle a d'habitude une perspective avec plus de sagesse, c'est sûr. Mais ça, c'est secondaire. D'avoir la capacité d'entendre les gens, vraiment d'entendre, de les ressentir. Si quelqu'un est fâché, peut-être que derrière la colère, il y a de la tristesse. Et derrière la tristesse, il y a peut-être même un traumatisme d'enfance. Oui. Alors, quand on ressent ça, notre capacité pour la compassion s'agrandit, s'élargit. On va réagir de façon différente. On est bien plus heureux que sinon on est dans la tête. Absolument. C'est une indication très claire que la méditation va au-delà de ce temps qu'on passe rien qu'en silence avec soi-même, à se reposer en soi. L'émission tire à sa fin. Et je te remercie beaucoup, Lynn, de nous avoir offert cette première rencontre. On va poursuivre la discussion dans une deuxième émission parce qu'on ne peut pas s'arrêter là, si tu veux bien. Tu vas rester avec moi. Ça me fait plaisir. Donc, la méditation, c'est beaucoup plus que rien que le temps qu'on s'assoit puis qu'on pense à... Quand on médite bien, on peut transporter ce bien-être avec soi un peu partout. Exactement. Et cette connexion à l'autre. Ben, moi, je vous dis merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous souhaite tout l'amour du monde. Et revenez-nous pour une deuxième émission avec Lynn Cardinal.